Chapitre 4. Continuation du même sujet. Nous pouvons juger de la convenance ou de l'inconvenance des sentiments d'une autre personne par leur correspondance ou leur désaccord avec les nôtres dans deux occasions différentes. Premièrement, car les objets qui les excitent sont considérés sans aucune relation particulière avec nous ou avec la personne dont nous jugeons les sentiments. Secondement, quand ils sont considérés comme nous affectant particulièrement nous-mêmes ou la personne jugée. 1. Quant aux objets considérés sans aucune relation particulière avec nous-mêmes ou avec la personne dont nous jugeons les sentiments, toutes les fois que ces sentiments correspondent entièrement aux nôtres, nous lui attribuons les qualités de goût et de bon jugement. La beauté d'une plaine, la grandeur d'une montagne, les ornements d'un édifice, l'expression d'un tableau, la composition d'un discours, la conduite d'une tierce personne, les proportions entre quantité et entre nombre, les apparences variées que ne cesse de manifester la grande machine de l'univers, avec ses rouages secrets et les ressorts qui les produisent. Analogie mécaniste très répandue au XVIIIe siècle, dont les implications théistes remontent notamment à Cicéron de la nature des dieux. Comparaison de l'univers avec un navire, une horloge à eau, etc. On retrouve dans le texte de Smith de nombreuses autres analogies mécanistes qui montrent comment les systèmes astronomiques inventés pour expliquer l'ordre de l'univers peuvent être décrits comme des machines imaginaires. Physics explique que la philosophie a commencé à se distinguer de la superstition lorsqu'elle a conçu l'univers comme une machine complète, comme un système cohérent. L'analogie de la machine se trouve ainsi constamment liée au thème du système. Tous les sujets généraux de la science et du goût, notre compagnon et nous-mêmes, les gardons comme n'ayant pas de relation particulière avec nous. Nous les observons tous deux du même point de vue, et nous n'avons pas là d'occasion pour la sympathie ou pour ce changement imaginaire de situation qui la susciterait afin de produire par rapport à ces objets l'harmonie la plus parfaite des sentiments et des affections. Si malgré tout nous sommes souvent affectés différemment, cela provient tout aussi bien des degrés différents de l'attention que nos habitudes distinctes nous autorisent à accorder plus ou moins aisément aux parties nombreuses de ces objets complexes, que des degrés différents d'acuité naturelle des facultés de l'esprit auxquelles ces objets s'adressent. Quand les sentiments de notre compagnon coïncident avec les nôtres sur des choses de ce genre, aussi évidentes et aussi claires et pour lesquelles il ne s'est peut-être jamais trouvé une seule personne pour différer de nous, nous devons sans aucun doute les approuver. Cependant, nous n'estimons pas qu'ils méritent pour cela notre éloge ou notre admiration. Mais quand ces sentiments non seulement coïncident avec les nôtres, mais les guident et les orientent, et quand les formants, ce compagnon semble avoir prêté attention à tant de choses qui nous ont échappé, et semble avoir ajusté ses sentiments à toutes les circonstances variées de leurs objets, nous ne les approuvons pas seulement, mais nous sommes étonnés et surpris par tant d'acuité et d'intelligence inattendue et hors du commun. Il nous paraît mériter un grand applaudissement et une grande admiration, car l'approbation augmentée de l'étonnement et de la surprise produit le sentiment qui peut être proprement appelé admiration et dont l'applaudissement est l'expression naturelle. Smith définit très précisément les trois passions de l'étonnement, wonder, de la surprise, surprise, et de l'admiration, admiration, dans l'introduction de Astronomie. La décision de l'homme qui juge que l'exquise beauté est préférable à la grossièreté, à la grossière difformité, que 2 fois 2 font 4, doit certainement être approuvée par tout le monde, mais ne sera certainement pas admirée. Conformément à l'usage de l'époque, Smith oppose constamment beauty et deformity, qui sont rendus littéralement par beauté et difformité. C'est la délicatesse et l'acuité du discernement de l'homme de goût qui distingue les menus différences à peine perceptibles de beauté et de difformité. C'est la précision exhaustive du mathématicien expérimenté qui démêle avec aisance les rapports les plus intriqués et compliqués. C'est le grand guide de la science et du goût, l'homme qui dirige et conduit nos propres sentiments par la justesse étendue et supérieure de ses talents. C'est cela qui nous frappe d'étonnement et de surprise, qui excite notre admiration et semble mériter notre applaudissement. Et c'est sur ce fondement que reposent la plupart des éloges qui sont accordés à ce qu'il est convenu d'appeler les vertus intellectuelles.
L'utilité de ces qualités, pourrait-on penser, est tout d'abord ce qui nous les recommande. Et sans doute cette considération, lorsque nous y arrêtons, leur donne une valeur nouvelle. Pourtant, à l'origine, quand nous approuvons le jugement d'un autre, ce n'est pas pour son utilité, mais pour sa pertinence, sa justesse et son adéquation à la vérité et à la réalité. Et il est évident que nous attribuons ces qualités à ce jugement uniquement parce que nous trouvons qu'ils s'accordent au nôtre. Le goût, de la même manière, est originellement approuvé non pas pour son utilité, mais pour sa justesse, sa délicatesse et son adéquation précise avec son objet. L'idée de l'utilité de toutes les qualités de ce genre est à l'évidence une pensée seconde et non ce qui en premier détermine notre approbation. 2. Quant aux objets qui nous affectent d'une manière particulière, nous-mêmes ou la personne dont nous jugeons les sentiments, il est à la fois plus difficile et bien plus important de préserver l'harmonie et la correspondance de nos sentiments. Mon compagnon ne regarde pas naturellement l'infortune qui m'a frappé, le préjudice qui m'a été causé du point de vue qui est le mien. Il m'affecte de beaucoup plus près. Nous ne les considérons pas à partir de la même situation comme nous le faisons d'un tableau, d'un poème, d'un système de philosophie. Ces objets sont donc susceptibles de nous affecter très différemment. Or, je peux bien aisément passer sur le manque d'une correspondance entre nos sentiments pour les objets qui ne concernent aucun d'entre nous que pour ceux qui m'intéressent autant que l'infortune qui m'a frappé ou le préjudice qui m'a été causé. Que vous méprisiez ce tableau, ce poème, ou même ce système de philosophie que j'admire, il y a peu de risques que nous nous querellions à ce sujet. Aucun d'entre nous ne peut raisonnablement être très intéressé à leurs propos. Ils devraient être pour nous des objets très différents, de sorte que, même si nos opinions peuvent être opposées, nos affections peuvent demeurer très semblables l'une à l'autre. Mais il en est tout autrement pour ce qui est de ces objets par lesquels vous ou moi sommes particulièrement affectés. Que vos jugements en matière de spéculation, vos sentiments en matière de goût soient entièrement opposés aux miens, je peux aisément les négliger. Et si j'ai quelque force de tempérament, je peux trouver quelque divertissement à votre conversation, même sur ces sujets précis. Mais si vous n'avez aucune affinité avec la douleur des infortunes qui m'accablent, ou si votre douleur n'a pas de proportion avec la peine qui m'afflige, si vous n'avez aucune indignation pour le préjudice dont j'ai souffert, ou si votre indignation n'est pas proportionnée au ressentiment qui me transporte, alors nous ne pouvons pas converser plus longtemps sur ces matières. Nous devenons l'un pour l'autre intolérables. Je ne peux supporter votre compagnie, ni vous la mienne. Vous êtes confondus par ma violence et ma passion, et je suis enragé par votre froide insensibilité et votre défaut de sentiment. Dans tous ces cas, pour qu'il y ait une quelconque correspondance de sentiments entre le spectateur et la personne principalement concernée, celui-là doit tout d'abord s'efforcer, autant qu'il peut, de se mettre dans la situation de celle-ci, de ramener à l'intérieur de soi les moindres circonstances de la détresse qui peuvent affliger la personne qui souffre. Le spectateur doit épouser toute la condition de son compagnon, avec ses incidents les plus ténus. Il doit s'efforcer de rendre aussi parfait que possible ce changement imaginaire de situation sur lequel est fondée sa sympathie. Toutefois, après tout cela, les émotions du spectateur seront toujours très susceptibles de rester en deçà de la violence, de ce qui est ressenti par celui qui souffre. Le genre humain, quoique naturellement sympathique, ne peut jamais concevoir à propos de ce qui advient à autrui ce degré de passion qui naturellement anime la personne principalement concernée. Ce changement imaginaire de situation sur quoi repose la sympathie des spectateurs n'est que momentané. La pensée de leur propre sécurité, l'idée qu'ils ne sont pas réellement la personne qui souffre, s'impose continuellement à eux. Et quoique cela ne doive pas les empêcher de concevoir une passion quelque peu analogue à celle que sent celui qui souffre, cela les empêche toutefois de concevoir quelque chose qui approche le même degré de violence. La personne principalement concernée y est sensible, et dans le même instant désire passionnément une sympathie plus complète. Elle désire ardemment obtenir ce soulagement, que rien d'autre ne peut lui apporter une entière concordance entre ses affections et celles des spectateurs. Voir toutes les émotions de leur cœur battre au même rythme que les siennes, et pour ce qui est des passions violentes et douloureuses, sa seule consolation. Dans les quelques lignes qui suivent, Smith file une métaphore musicale. Rythme, hauteur, stridence, ton, harmonie, unisson. Le titre du chapitre 1 faisait déjà référence à l'accord et à la dissonance des sentiments entre les hommes.
les considérations de Smith sur la musicalité des passions. Mais elle ne peut espérer obtenir cette consolation qu'en affaiblissant sa passion jusqu'à cette hauteur à partir de laquelle les spectateurs deviennent capables de l'accompagner. Elle doit assourdir, si l'on m'autorise ce terme, la stridence de son ton naturel pour réduire sa passion jusqu'à l'harmoniser et l'accorder avec les émotions de ceux qui l'entourent. Certes, ce que sentent les spectateurs restera toujours en quelque manière différent de ce que sent la personne qui souffre, et la compassion ne peut jamais être exactement l'analogue du chagrin original. Car la conscience secrète que le changement de situation duquel naît le sentiment sympathique n'est qu'imaginaire, n'affaiblit pas seulement le sentiment en degrés, et dans une certaine mesure le fait varier en son genre et lui donne une toute autre modalité. Toutefois, ces deux sentiments peuvent à l'évidence correspondre l'un à l'autre d'une manière suffisante à l'harmonie de la société. Quoiqu'ils ne puissent jamais être à l'unisson, ils peuvent s'accorder et c'est tout ce qui est recherché ou requis. De manière à produire cette harmonie, tout comme la nature enseigne au spectateur à se mettre à la place de la personne principalement concernée, elle enseigne également à cette dernière à se mettre dans une certaine mesure à la place des spectateurs. De même que les spectateurs se placent continuellement dans sa situation, et pour cette raison conçoivent des émotions similaires aux siennes, de même cette personne, se mettant constamment à la place des spectateurs, finit par éprouver quelques degrés du détachement avec lequel elle sait qu'il considère son sort. Tandis que les spectateurs sont constamment en train de considérer ce qu'ils sentiraient si c'en était réellement la personne qui souffre. Cette dernière est portée en permanence à imaginer de quelle manière elle serait affectée si elle n'était que l'un des spectateurs de sa propre situation. Tout comme la sympathie des spectateurs les conduit dans une certaine mesure à observer cette situation avec ses yeux. Sa sympathie la pousse à regarder sa situation dans une certaine mesure avec les yeux des spectateurs, tout particulièrement quand elle agit en leur présence et sous leur regard. Et comme la passion réfléchie que cette personne conçoit de cette manière est bien plus faible que la passion originelle, cela réduit nécessairement la violence de ce qu'elle sentait avant de se trouver en leur présence, avant de se rappeler de quelle manière ceci serait affecté par cette passion et de considérer sa situation avec ce point de vue droit et impartial. On notera que pour pouvoir aboutir à ce point de vue, qui est celui du spectateur impartial, dont parle le chapitre suivant, la sympathie ne doit plus être simplement définie comme communication des passions à travers un changement imaginaire de situation. Elle doit aussi être caractérisée comme un principe de régulation des intensités passionnelles entre la personne principalement concernée et le spectateur. L'esprit est donc rarement perturbé au point que la compagnie d'un ami ne lui rende en quelques degrés sa tranquillité et son calme. Le cœur, dans une certaine mesure, est calmé et apaisé dès l'instant que nous sommes en sa présence. Le point de vue que notre ami aura sur notre situation apparaît immédiatement à notre esprit et nous commençons à considérer celle-ci de la même manière, car l'effet de la sympathie est instantané. Nous attendons moins de sympathie d'une simple connaissance que d'un ami. Nous ne pouvons confier à celle-là le détail de ces menues circonstances que nous livrons à celui-ci. Ainsi, nous prenons sur nous de manifester à l'égard de cette simple connaissance plus de tranquillité, et nous essayons de ne penser qu'aux lignes générales de notre situation, les seules qu'elles veulent bien considérer. Nous attendons moins de sympathie encore d'une assemblée d'étrangers, et nous manifestons donc devant eux toujours plus de tranquillité. Nous nous efforçons toujours plus d'atténuer notre passion jusqu'au point où nous pouvons espérer de cette compagnie qu'elle nous accompagne. Ce n'est pas seulement en apparence que nous prenons sur nous-mêmes. Pour peu que nous soyons maîtres de nous-mêmes, la présence d'une simple connaissance nous apaisera réellement plus encore que celle d'un ami, et celle d'une assemblée d'étrangers toujours plus que celle d'une connaissance. Voir la partie 3, les trois portraits successifs du plus faible des hommes, de l'homme un peu plus ferme de tempérament et de l'homme doté de constance et de fermeté réelle face à la visite de leurs amis. La société et la conversation sont donc les remèdes les plus puissants pour rendre à l'esprit sa tranquillité quand par malheur il a perdu à un moment donné. Smith insiste plusieurs fois sur le thème de la conversation qui est alors présenté comme le lieu par excellence du mécanisme sympathique. Tout comme elles sont les meilleurs moyens de préserver cette égalité et ce contentement du tempérament qui sont si nécessaires à la satisfaction de soi et à la jouissance.
Les hommes qui vivent dans le retrait et la spéculation, qui sont susceptibles de s'isoler chez eux pour ruminer sur les peines et les ressentiments, ont peut-être plus d'humanité, plus de générosité et un sens plus délicat de l'honneur, mais ils possèdent rarement cette égalité de tempérament qui est si répandue parmi les hommes du monde. Chapitre 5. Des vertus aimables et respectables. La distinction entre les vertus aimables et les vertus respectables structure un grand nombre de développements ultérieurs dans le livre. Elle permet de caractériser la différence entre le christianisme et la nature. Sur ces deux efforts différents, celui du spectateur pour entrer dans les sentiments de la personne principalement concernée, celui de cette personne pour atténuer son émotion jusqu'à ce que le spectateur puisse l'accompagner, sont fondés deux ensembles différents de vertus. Les vertus douces, tendres et aimables. Les vertus de sincère condescendance, d'humanité indulgente, ont leur origine dans le premier. Les grandes vertus redoutables et respectables, les vertus d'abnégation, de maîtrise de soi, de l'empire sur nos passions qui soumet tous les mouvements de notre nature à ce que notre dignité, notre honneur et la convenance de notre propre conduite exigent, ont leur origine dans le second. Smith précise ailleurs que cette distinction entre deux genres de vertus recoupe une distinction entre deux genres d'objets extérieurs. Il semblerait que, de même que l'esprit peut trouver agréable deux genres d'objets, les grands et les beaux, de même il peut découvrir deux espèces d'objets internes qui lui plaisent, les grands et les aimables, en rhétorique. Les vertus respectables correspondent donc aux objets grands, c'est-à-dire selon une terminologie qui se met en place à l'époque, sublimes, et les vertus aimables aux objets beaux, même si Smith fonde la distinction entre ces deux genres de vertus sur une théorie de la sympathie qui lui est propre. La distinction elle-même est classique. On la retrouve chez Cicéron dans De l'Orateur. Hume évoque plusieurs fois cette distinction, sans toutefois y insister autant que Smith. Les caractères de César et de Caton, tels que les traces salustes, sont tous deux vertueux, au sens le plus strict du mot, mais d'une manière différente. Et les sentiments qu'ils font naître ne sont pas entièrement les mêmes. L'un produit l'amour, l'autre l'estime. L'un est aimable, l'autre respectable. Combien apparaît aimable celui dont le cœur sympathique semble faire écho à tous les sentiments de ceux qui il conserve, avec qui il conserve, avec qui il converse. Celui qui s'afflige pour leur peine, éprouve du ressentiment pour les préjudices qui leur sont causés, se réjouit de leur bonne fortune. Quand nous ramenons en nous la situation de ses compagnons, nous entrons dans leur gratitude et sentons quelle consolation ils doivent dériver de la tendre sympathie d'un ami si affectionné. Et, pour la raison contraire, combien semble déplaisant celui dont le cœur endurci et obtus n'est capable de s'apitoyer que sur lui-même, totalement insensible au bonheur ou au malheur des autres. Dans ce cas aussi, nous entrons dans la douleur que sa présence ne peut manquer de causer à tous les mortels qui conversent avec lui, et particulièrement à ceux qui sont les plus susceptibles d'éveiller notre sympathie, les malheureux et les blessés. De notre côté, quelle noble convenance et quelle grâce ne sentons-nous pas dans la conduite de ceux, pour ceux qui les concernent, gardent cette concentration et cette maîtrise de soi qui constitue la dignité de toute passion et qui l'atténue suffisamment pour que les autres puissent y entrer. Nous sommes dégoûtés par ces douleurs bruyantes qui, sans aucune délicatesse, sollicitent notre compassion avec des gémissements, des larmes, d'inopportunes plaintes. Mais que de respect avons-nous pour ce chagrin réservé, silencieux et noble, qui ne se laisse voir que dans le gonflement des yeux, dans le tremblement des lèvres et des joues, et dans la froideur distante mais touchante de tout son comportement. Il nous impose le même silence à son égard. Nous le considérons avec une attention pleine de respect et nous sommes soucieux de surveiller notre propre comportement de peur d'une inconvenance qui pourrait perturber cette tranquillité délibérée qui exige un si grand effort pour se maintenir. De la même manière, l'insolence et la brutalité de la colère, lorsqu'on s'abandonne à son mouvement furieux sans aucune retenue ni contrôle, est de tous les objets le plus détestable. Mais nous admirons ce noble et généreux ressentiment qui gouverne la volonté de châtier les préjudices les plus grands, non pas animés par la rage que ces préjudices sont susceptibles d'exciter chez celui qui souffre, mais par l'indignation qu'ils appellent naturellement
de la part du spectateur impartial. Ici, et dans la suite du texte, il faut comprendre l'adjectif généreux qui traduit generous au sens vieilli de fier ou grand. Impartial, première occurrence de ce concept fondamental. Hutcheson et Hume font eux aussi appel au point de vue d'un spectateur pour évaluer moralement une action. Un ressentiment qui ne s'autorise aucune parole, aucun geste par-delà de ce que le sentiment le plus équitable recommanderait, qui jamais, même en pensée, ne tente de se venger, ni ne désire infliger un châtiment au-delà de ce que toute personne indifférente pourrait se réjouir de voir infliger. De là suit que nous apitoyer beaucoup sur les autres et peu sur nous-mêmes, contenir nos affections égoïstes et donner libre cours à nos affections bienveillantes, forme la perfection de la nature humaine. Et cela seul peut produire parmi les hommes cette harmonie des sentiments et des passions, en quoi consiste toute leur grâce et leur convenance. Tout comme aimer notre prochain comme nous-mêmes est la grande loi du christianisme, ainsi est-ce le grand précepte de la nature que nous aimer nous-mêmes seulement comme nous aimons notre prochain, ou ce qui revient au même, comme notre prochain est capable de nous aimer. Le terme anglais traduit par prochain est neighbor, qui signifie communément, si l'on met à part la référence chrétienne, voisin. Plus encore que le français, l'anglais insiste sur la proximité qui lie les prochains. Smith revient sur la signification qui donne à cette grande loi du christianisme. Sur ce point, Ward Butler, dans Sermon, consacré à l'analyse du précepte, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Par ailleurs, Butler, qui ne développe aucune théorie de la sympathie, formule une idée proche de la théorie smithienne du changement de point de vue en parlant de l'exigence de se mettre à la place d'autrui, comme d'une leçon qu'on doit tirer de la parole christique, selon laquelle tout ce que tu veux que les autres te fassent, fais-le leur dans le sermon. Smith prétend ainsi concilier dans sa philosophie le christianisme et la nature, c'est-à-dire la morale païenne du stoïcisme, vivre conformément à la nature, étant la formule même de la morale stoïcienne, voir Cicéron dans Des fins, des biens et des maux, et le christianisme intercepté comme une morale, interprété comme une morale de la sensibilité, les vertus aimables, le stoïcisme comme une morale de la maîtrise de soi, les vertus respectables. Sur la conciliation de la sensibilité et de la maîtrise de soi, qui fonde la seconde sur la première, notre sensibilité envers les sentiments des autres, loin d'être incompatible avec la virilité de la maîtrise de soi, et le principe même sur lequel cette virilité est fondée. Smith critique les excès auxquels chacun de ces deux principes peut conduire, mélancolie chrétienne et insensibilité stoïcienne. De même que le goût et le jugement, lorsqu'ils sont considérés comme des qualités qui méritent éloge et admiration, sont supposés impliquer une délicatesse de sentiment et une subtilité de l'entendement qu'il n'est pas commun de rencontrer. Ainsi en est-il de ces vertus de sensibilité et de maîtrise de soi qui ne sont pas considérées comme des degrés ordinaires, mais comme des degrés peu communs de ces qualités. L'aimable vertu d'humanité exige sûrement une sensibilité qui va bien au-delà des sentiments de l'homme frustre et vulgaire. La vertu de magnanimité, cette vertu grande et élevée, exige indubitablement bien plus que ce degré de maîtrise de soi dont le plus faible des mortels peut faire montre. Magnanimité, qui traduit magnanimity, doit être compris chez Smith au sens vieilli de grandeur d'âme. Tout comme dans le degré commun des qualités intellectuelles, il n'y a pas de talent dans le degré commun de morale. Il n'y a pas de vertu. La vertu est une excellence, quelque chose d'inhabituellement grand et beau qui s'élève loin au-dessus du vulgaire et de l'ordinaire. Smith se réapproprie ici la définition grecque de la vertu comme arrêté, excellence, en l'interprétant à partir de sa théorie de la sympathie. Hutcheson, également influencé par le stoïcisme, définit lui aussi la vertu comme perfection ou excellence, dans beauté et vertu, et parle d'un héroïsme de la vertu. Les vertus aimables consistent dans ce degré de sensibilité qui nous surprend par sa douceur et sa délicatesse exquise et inattendue.
Les vertus redoutables et respectables dans ce degré de maîtrise de soi qui nous étonne par sa stupéfiante supériorité sur les passions les plus indomptables de la nature humaine. À cet égard, il y a une grande différence entre la vertu et la simple convenance, entre les qualités et les actions qui méritent d'être admirées et célébrées, et celles qui méritent simplement d'être approuvées. Smith revient sur cette opposition pour critiquer les systèmes qui font consister la vertu dans la convenance, et précise que si la convenance est un ingrédient essentiel de toute action vertueuse, elle n'en est pas toujours le seul ingrédient. Cette distinction entre convenance et vertu est directement tirée du stoïcisme qui oppose les convenables et les vertus. En de nombreuses occasions, agir avec la plus parfaite convenance n'exige que ce degré commun et ordinaire de sensibilité ou de maîtrise de soi dont les plus médiocres parmi le genre humain sont pourvus. Et parfois ce degré même n'est pas nécessaire. Ainsi, pour donner un exemple trivial, manger quand nous avons faim, c'est finalement dans les occasions ordinaires parfaitement correct et convenable, et ne peut manquer d'être ainsi approuvé par tout un chacun. Rien ne serait plus absurde toutefois que de qualifier cette attitude de vertueuse. Au contraire, il peut y avoir souvent un degré considérable de vertu dans ces actions qui sont en deçà de la plus forte, de la plus parfaite convenance. Cela parce qu'elles peuvent toujours se rapprocher de la perfection bien plus qu'on aurait pu l'espérer dans des circonstances où il était très difficile d'y parvenir. C'est très souvent le cas de ces occasions qui requièrent les plus grands efforts de maîtrise de soi. Il y a des situations qui pèsent si durement sur la nature humaine que le plus grand degré d'empire sur soi dont puisse être dotée cette créature si imparfaite qu'est l'homme n'est pas capable d'étouffer complètement la voix de la faiblesse humaine, de réduire la violence des passions jusqu'à ce niveau de modération où le spectateur impartial pourrait complètement y entrer. Alors, quoique dans ces cas la conduite de la personne qui souffre est en deçà de la plus parfaite convenance, elle peut mériter encore quelques applaudissements et même à un certain sens, elle peut être qualifiée de vertueuse. Sa conduite peut encore manifester un effort de générosité et de magnanimité dont la plupart des hommes sont incapables. Et quoiqu'elle échoue dans l'absolue perfection, sa conduite peut être considérée comme une bien meilleure approximation en cette direction que ce qu'il est communément possible de trouver ou d'espérer en des circonstances aussi difficiles. Dans tous les cas de ce genre, quand nous cherchons à déterminer le degré de blâme ou d'applaudissement que semble exiger une action quelconque, nous usons très fréquemment de deux normes différentes. La première est l'idée d'une convenance, d'une perfection complète, qu'aucune conduite humaine, dans ces situations difficiles, n'a jamais pu et ne peut jamais atteindre, et en comparaison desquelles les actions de tous les hommes ne peuvent paraître jamais que blâmables et imparfaites. Smith explique plus loin que l'esprit forme cette norme graduellement, à partir de ses observations sur son caractère et sa conduite, ainsi que sur le caractère et la conduite des autres. Cette norme de perfection renvoie à l'idéal du sage stoïcien perfection dans les vertus respectables, mais aussi, quoique moins explicitement, au Christ comme idéal moral, perfection dans les vertus aimables, sur le Christ comme idéal de vertu, donnant le parfait exemple de l'amour du prochain, voire Butler dans Sermon. Ce concept d'un idéal de vertu s'oppose à Hume, voire notamment le refus d'une norme absolue de vertu dans de la dignité ou de la bassesse de la nature humaine dans Essays, ainsi que la critique de l'idée stoïcienne de perfection morale dans des préjugés moraux. La seconde est l'idée de ce degré de proximité ou de distance par rapport à cette perfection complète, dont les actions de la plupart des hommes sont communément susceptibles. Tout ce qui va au-delà de ce degré, aussi loin que ce soit de l'absolue perfection, semble mériter notre applaudissement, et ce qui est en deçà semble mériter notre blâme. C'est de la même manière que nous jugeons des productions de tous les arts qui s'adressent à l'imagination. Quand un critique examine l'œuvre d'un grand poète ou d'un grand peintre, il peut parfois le faire à partir d'une idée de perfection qu'il a à l'esprit et que cette œuvre, pas plus qu'aucune autre production humaine, ne parviendra jamais à atteindre, aussi longtemps qu'il fera la comparaison au moyen de cette norme. Il ne peut voir dans cette œuvre autre chose que des fautes ou des imperfections. Mais quand il vient à considérer le rang que cette œuvre doit tenir parmi d'autres œuvres du même genre,
il fait nécessairement la comparaison au moyen d'une norme très différente, à savoir le degré commun d'excellence auquel on peut habituellement parvenir dans cet art. Quand alors il juge l'œuvre, au moyen de cette nouvelle mesure, elle peut souvent sembler mériter l'applaudissement le plus élevé, compte tenu qu'elle approche de plus près la perfection que la plupart des œuvres qu'on lui oppose. Cette distinction entre deux normes, l'une indiquant la convenance et l'autre la perfection, se retrouve encore dans les considérations de Smith sur le langage et le style.